Mesdames, Messieurs, ce qui choque aujourd'hui n'est pas seulement la mort de Bébert, mais la révélation tardive d'un secret que même ses proches ignoraient. Pendant que la France croyait à une retraite forcée après un banal accident de scooter, l'âme des Forbans menait en silence un combat bien plus sombre. Selon Mickey, son ami de 40 ans, Bébert cachait depuis des mois un cancer métastatique avancé, refusant obstinément d'inquiéter qui que ce soit. Il craignait moins la maladie que la pitié. Même affaibli au point de peiner à tenir debout, il souriait encore pour masquer l'effondrement de son corps. Ce mensonge de protection, cette pudeur farouche, ont façonné ses derniers instants. Et c'est seulement aujourd'hui, brisant enfin le silence, que Mickey révèle l'ampleur de cette vérité longtemps étouffée. Né Albert Cassabi en 1961, Bébert devient très tôt la figure la plus reconnaissable de la scène rock festive des années 1980. Avec les Forbans, il impose un style immédiatement identifiable. Énergie bondissante, sourire contagieux et cette fameuse coiffure banane qui deviendra sa signature. Pendant des décennies, son image reste associée à la joie, au mouvement et à une forme de jeunesse éternelle. Pourtant, derrière cette apparente insouciance, son entourage proche savait qu'il était un homme d'une grande pudeur, attaché au respect du public et terriblement sensible à l'idée de décevoir. Mickey, compagnon de route depuis plus de 40 ans, raconte souvent combien Bébert veillait à présenter le meilleur de lui-même, même lorsqu'il traversait des périodes de fatigue ou de doute. Ce perfectionnisme discret n'était pas de la coquetterie, mais une manière de protéger ceux qu'il aimait. Au fil du temps, sa relation avec Mickey devient presque fraternelle. Les deux hommes partagent des milliers de répétitions, des centaines de concerts, et surtout une confiance inébranlable. Cette longue histoire rend d'autant plus incompréhensible le secret que Bébert a gardé jusqu'au bout, sa maladie. Selon les confidences de Mickey, la détérioration physique de Bébert n'apparaît qu'insidieusement. Il perd de l'énergie, se plaint parfois d'essoufflement, mais il balaie toute inquiétude d'un rire. « C'est l'âge, ne t'en fais pas !» Rien ne laisse imaginer une pathologie grave. Pourtant, dans coulisses, un diagnostic terrifiant vient de tomber. Un cancer métastatique à un stade avancé. Bébert prend alors une décision radicale, cohérente avec toute sa philosophie de vie, ne rien dire, à personne. Cette volonté de silence n'est pas du déni, c'est une conviction intime. Pour lui, révéler sa maladie reviendrait à trahir ce que le public attend de Bébert, de la joie, de la force et un optimisme presque enfantin. Il ne supportait pas l'idée que quelqu'un pose sur lui un regard empreint de compassion. Selon Mickey, Bébert répétait souvent que la scène appartient à la fête, pas à la souffrance. Ainsi commence pour lui un combat solitaire, ponctué de traitements discrets, de rendez-vous médicaux camouflés et de moments d'épuisement qu'il masque avec une habileté troublante. Puis survient ce petit accident de scooter, sans gravité apparente. Une chute devant chez lui, quelques égrafures, rien qui aurait pu inquiéter. Pourtant, pour Bébert, cet incident devient une opportunité inespérée. Le prétexte idéal pour annuler des engagements, ralentir le rythme et s'effacer progressivement sans éveiller la moindre suspicion. Mickey se souvient de ce moment avec une douleur palpable. Il m'a dit que c'était une chance. Je n'ai pas compris. Je croyais qu'il plaisantait. En réalité, Bébert construisait ainsi une histoire crédible pour préserver son image et éviter les questions difficiles. À mesure que la maladie progresse, sa détermination à rester digne se manifeste dans des détails presque déroutants. Malgré les traitements, il ne perd pas ses cheveux. Pour la plupart des gens, ce serait un détail insignifiant. Pour lui, c'était un symbole. Sa coiffure banane représentait toute une époque, tout un personnage, toute une vie. Même affaibli, il prend le temps de la lisser devant le miroir, comme pour s'assurer que Bébert, le vrai, celui que le public aimait, était encore là, intact. Ce rituel silencieux devient le dernier rempart contre une réalité qu'il ne refuse d'imposer aux autres. Dans les dernières semaines, il réduit ses contacts au strict nécessaire. Non pas par fermeture, mais pour protection. Il ne veut pas qu'on le retienne de lui une image diminuée. Pourtant, Mickey remarque des changements. Une fatigue habituelle, une respiration courte, un regard plus profond. Mais jamais il imagine l'ampleur du mal caché. Ce n'est qu'après la disparition de son ami que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Et cette révélation, brutale et intime, qui conduit aujourd'hui Mickey à briser le silence pour honorer la vérité de Bébert, un homme qui a choisi la discrétion comme dernier acte d'amour envers son public. Lorsque l'on tente de reconstituer les circonstances exactes des derniers mois de Bébert, un élément revient constamment.
sa capacité troublante à dissimuler la progression de la maladie. Selon Mickey, rien, absolument rien, ne permettait d'imaginer qu'il vivait une lutte intérieure aussi violente. Pourtant, tout commence réellement à basculer au début de l'année, lorsqu'un médecin lui annonce un cancer métastatique déjà trop avancé pour envisager un traitement curatif. L'entretien est brutal, précis, sans illusion. Bébert encaisse, remercie le médecin, puis referme la porte sur ce qui deviendra son secret le plus lourd. À partir de cet instant, il choisit de mener ce combat seul, sans alarme, sans confidence, presque sans trace. Les rendez-vous médicaux se déroulent dans la plus grande discrétion. Il espace ses activités, évoque parfois une fatigue normale, mais rien n'échappe aussi finement qu'un homme qui refuse qu'on voie sa souffrance. Mickey, pourtant habitué à percevoir les moindres nuances chez son ami, ne remarque qu'une forme d'essoufflement, une fragilité passagère. « Je pensais qu'il avait trop travaillé », dira-t-il. Jamais il n'imagine que ses réserves d'énergie s'amenuisent parce que son corps l'abandonne lentement. Puis survient l'épisode du scooter, un après-midi devant chez lui. Un simple accrochage, sans conséquences graves. Mais ce petit incident devient un tournant décisif. Bébert comprend immédiatement qu'il tient là un récit cohérent, crédible, suffisamment anodin pour justifier un retrait de la scène sans attirer la moindre suspicion. Lorsqu'il explique à Mickey qu'il va devoir lever le pied, le guitariste croit être un caprice du destin, une pause bienvenue. Il ignore que derrière les mots se cache un soulagement tragique, celui d'avoir trouvé une excuse acceptable pour disparaître du public. L'évolution de la maladie s'accélère ensuite de manière implacable. Les douleurs deviennent plus fréquentes, les nuits plus courtes, les gestes plus lents. Mais Bébert persiste dans son choix. Aucun aveu, aucun signe public, aucune plainte. Ce silence, selon Mickey, était presque glaçant, tant il semblait discipliné. Il avait décidé de rester fort, coûte que coûte, confiera-t-il plus tard. Et pour quelqu'un qui avait bâti toute sa vie artistique sur la joie et l'énergie, la vulnérabilité devenait un ennemi moral, plus insupportable encore que la maladie elle-même. Le refus de la pitié est le véritable fil rouge de ces derniers mois. À plusieurs reprises, dans des éclats de lucidité mêlés de fatigue, Bébert laisse échapper des confidences rares. « Je ne veux pas qu'on me regarde comme si j'étais en train de décliner. Ce n'est pas ce que les gens aiment chez moi. » Cette phrase, selon Mickey, le hante encore aujourd'hui. Elle résume à elle seule la peur profonde de Bébert, non pas l'idée de mourir, mais celle d'être réduit à un homme diminué, observé avec compassion. Pour lui, la scène n'était pas compatible avec la souffrance. À mesure que son état s'aggrave, il se replie davantage sur lui-même. Les visites se raréfient, les appels se font plus courts. Non pas par rupture, mais par pudeur extrême. Il veut préserver son entourage, ne pas leur imposer l'image d'un corps qui cède. Et pourtant, lorsque Mickey et Fintin appelés à son chevet, c'est pour un moment d'une intensité poignante. Bébert ne parle pas de peine, n'évoque pas la maladie, il parle de musique, de projets laissés en suspens, de ce que les Forbans représentent pour lui. Sa voix est plus faible, mais son esprit demeure incroyablement clair, presque lumineux. Les médecins notent que malgré la sévérité de la maladie, Bébert conserve certains signes physiques inattendus. Il ne perd pas ses cheveux. Et ce détail, insignifiant pour beaucoup, devient pour lui un point d'ancrage essentiel. Dans les derniers jours, il continue encore à lisser sa coiffure devant le miroir. Ce geste, simple en apparence, exprime une vérité profonde. Tant qu'il préserve cet élément symbolique, il reste l'artiste que les gens ont aimé. C'est sa manière de protéger sa dignité, de rester fidèle à son image, d'honorer la promesse tacite qu'il a toujours faite au public, apparaître fort même dans la douleur. La journée précédant sa mort est particulièrement silencieuse. Il parle peu, mais ses regards disent davantage que les mots. Mickey, témoin de ces dernières heures, décrit une atmosphère étrange, à la fois lourde et apaisée. Bébert semble avoir accepté son destin, non pas avec résignation, mais avec une forme de noblesse tranquille. Il n'exprime aucune peur, aucune colère, il ne formule pas de longues confidences, il protège jusqu'au bout l'espace intime de chacun. Ses dernières paroles reconnaissables concernent encore la musique, comme si tout ce qu'il avait été se résumait à cette passion. Puis, progressivement, dans une respiration plus lente, dans un silence presque sacré, il s'éteint. Sans plainte, sans défondrement, sans spectacle. Fidèle à lui-même, il choisit une sortie discrète, pudique, en accord avec la dignité qu'il avait préservée toute sa vie. Lorsque la disparition de Bébert est annoncée, une question surgit immédiatement parmi les fans comme parmi les médias. Que restait-il réellement de l'artiste une fois le rideau tombé ? Contrairement à d'autres figures emblématiques de la variété française, Bébert n'a jamais cultivé l'image d'un homme fortuné. Il vivait simplement, loin des excès, loin des investissements tapageurs. Les Forbans n'ont jamais cherché à imposer un empire commercial.
Leur richesse était surtout affective et artistique. Pourtant, derrière cette apparente modestie, Bébert avait construit au fil des décennies un petit patrimoine solide, soigneusement protégé, mais rarement évoqué publiquement. Son principal bien restait sa maison, un pavillon discret en région parisienne, acquis au début des années 1990. Ce lieu représentait pour lui plus qu'un toit, c'était un refuge, un espace où il pouvait se ressourcer, accueillir des amis, composer parfois dans le calme. Lorsque la maladie progresse, cette maison devient son territoire de repli, celui où il organise méthodiquement sa fin de vie, loin du regard admiratif ou inquiet de public. Les documents notariés montrent qu'il l'avait mise en ordre depuis longtemps, conscient que la scène musicale ne garantit pas une sécurité financière éternelle. Les droits d'auteur et les royalties liés au catalogue des Forbans constituent l'autre partie essentielle de son patrimoine. Les titres emblématiques du groupe, rediffusés à la radio ou utilisés dans certaines émissions, généraient encore un revenu régulier. Ce flux, certes modeste, comparé aux grandes vedettes, suffisait néanmoins à sécuriser son quotidien. Bébert avait toujours été soucieux de ces questions, non par obsession matérielle, mais par sens de responsabilité envers ses proches. Plusieurs contrats anciens précisaient la répartition des droits au sein du groupe, document d'autant plus précieux après son départ. Concernant sa succession, la situation apparaît plus délicate. Bébert, discret jusqu'au bout, n'a jamais médiatisé sa vie privée. Peu de gens savaient précisément qui hériterait de ses biens ou à qui reviendraient les droits sur sa musique. Certains proches évoquent un testament rédigé plusieurs années auparavant, mis à jour lorsque les Forbans reprennent leur activité scénique. Ce document, déposé chez un notaire, aurait clarifié la transmission de ses biens à ses héritiers directs et défini la part réservée à son entourage. Mickey, profondément lié à lui depuis 40 ans, ne revendique rien, mais admet que Bébert avait parfois évoqué la nécessité de laisser les choses propres avant son départ. Les démarches administratives après le décès se révèlent complexes. Comme souvent lorsqu'une figure artistique disparaît, les médias s'interrogent sur une éventuelle exploitation de son image, sur les droits liés aux archives, aux concerts passés, aux interviews. Les maisons de disques possédant certains masters se rapprochent de la famille pour clarifier les autorisations de diffusion. Mais le souhait de Bébert, rappelé plusieurs fois à ses proches, était simple. Préserver l'intégrité de ce qu'il avait construit, sans marchandisation excessive, sans transformation de son histoire en produit. L'une des questions les plus sensibles concerne la gestion de sa voix et de son image après sa mort. Les Forbans possèdent une part collective de leur identité artistique, fruit de décennies de travail commun. Mickey veille personnellement à ce que l'héritage moral de son ami soit respecté. Il refuse toute instrumentalisation facile, toute tentative de raviver artificiellement l'intérêt médiatique. Pour lui, la dignité de Bébert passe aussi par une gestion sobre, honnête, fidèle à l'homme qu'il a connu. Enfin, un élément émerge avec force. Bébert n'a jamais cherché à accumuler pour lui-même. Son patrimoine, construit patiemment, est avant tout un témoignage de prudence et de loyauté. Les revenus qu'il a laissés permettront à ses héritiers de préserver sa mémoire. Mais il raconte surtout la trajectoire d'un artiste resté simple malgré le succès. Pas de scandale financier, pas de litige public, pas de conflit d'héritage annoncé. Seulement la trace discrète d'une vie gérée avec soin, dans l'ombre de cette pudeur qui aura accompagné Bébert jusqu'à son dernier souffle. Les dernières heures de Bébert se déroulent dans une atmosphère d'une douceur étrange, presque irréelle, comme si le temps s'était resserré autour de lui pour préserver ce qu'il restait de force. Selon Mickey, qui fait partie des rares personnes appelées à son chevet, la journée précédant sa mort avait déjà quelque chose de singulier. Bébert parlait peu, mais chaque mot semblait peser. Sa voix était plus faible, parfois saccadée, mais son regard, lui, restait étonnamment clair. Aucun médecin ne laisse entendre qu'un effondrement est imminent, mais tous constatent une fatigue plus profonde, une respiration plus courte, comme si son corps avait atteint sa limite. Le décor est simple, une chambre calme, aux rideaux entr'ouverts, une lumière douce filtrant sur les meubles. Pas d'agitation, pas de visiteurs nombreux. Il avait expressément souhaité limiter les entrées pour éviter que quiconque ne le voie dans cet état. Le personnel soignant, habitué à accompagner ces instants délicats, se montre discret, presque invisible. Les gestes deviennent plus lents, plus délicats, respectant l'espace du silence qu'il a lui-même instauré. Lorsque Mickey arrive ce jour-là, Bébert le reconnaît immédiatement. Il esquisse un sourire, faible mais sincère. Aucune plainte ne franchit ses lèvres, aucun constat de douleur. Seulement quelques mots sur la musique, comme si, jusqu'au bout, il voulait maintenir un fil avec ce qui avait construit toute sa vie. Il évoque brièvement des projets laissés en suspens, des idées qu'il n'a pas eu le temps d'achever. Mickey, bouleversé, comprend qu'il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'un dernier acte de fidélité à leur histoire commune. Au fil des heures,
sa respiration se transforme. Elle devient plus irrégulière, ponctuée de pauses légères, signe que son corps ralentit. Les médecins interviennent sans brutalité, ajustant simplement l'oxygène, vérifiant son confort. Aucun dispositif invasif, aucun appareillage lourd. Bébert avait souhaité rester dans un environnement apaisé, loin du bruit des machines. Mickey reste à ses côtés, parfois assis, parfois debout, observant ce moment suspendu où la présence compte davantage que les mots. Peu avant l'aube, la pièce devient presque immobile. Bébert ferme les yeux, comme pour retenir une dernière image du monde, et sa respiration s'atténue progressivement. Aucun geste dramatique, aucune convulsion, seulement un souffle qui s'efface. Les médecins confirment son départ avec une sobriété respectueuse. Mickey, témoin silencieux de ce dernier instant, comprend que son ami a choisi de partir comme il avait vécu, discrètement, dignement, sans détour. La mort de Bébert laisse derrière elle un vide singulier, celui que provoque la disparition d'un artiste dont la joie masquait une fragilité longtemps tue. Lorsque Mickey révèle enfin la vérité sur sa maladie, le public découvre un homme qui a choisi la discrétion comme ultime fidélité à son image. Les hommages affluent, rappelant l'importance des Forbans dans la culture populaire française et la place unique qu'occupait Bébert dans le cœur de plusieurs générations. Les radios ressortent les titres cultes, les fans partagent leurs souvenirs, certains avouant que cette révélation tardive donne une résonance nouvelle à ses chansons. Dans son entourage, on s'attache à préserver l'intégrité de son héritage, fidèle à ses valeurs de simplicité et de pudeur. Mickey, profondément marqué, poursuit son témoignage non pour alimenter la curiosité, mais pour rendre justice à un ami qui avait choisi de souffrir en silence. Et peut-être est-ce là la question que laisse en suspens l'histoire de Bébert. Jusqu'où un artiste doit-il aller pour protéger son public de sa propre vulnérabilité ?